Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 25 mars. Près d'une trentaine de Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés au 8e jour de la reprise de l'agression génocidaire contre la bande de Gaza. Les frappes incessantes des forces de l'entité sioniste contre les civils palestiniens causent des blessures souvent irréversibles, notamment chez les enfants. Des milliers d'entre eux sont amputés dans des conditions précaires. Et les souffrances des Palestiniens démunis sont accentuées par le blocus en ce mois de Ramadan. Rompre le jeûne devient un luxe pour beaucoup, que beaucoup ne peuvent se permettre. Et puis au Soudan, l'armée soudanaise lance de lourds bombardements d'artillerie sur les positions des forces de soutien rapide à Al-Fasher au nord Darfour, détruisant plus de 20 véhicules des FSR. Et la Russie et les États-Unis analysent l'issue des discussions entre leurs responsables en Arabie Saoudite sur une proposition de cessez-le-feu en mer Noire. Moscou exige des garanties claires. Bonsoir à tous. Au 8e jour de la reprise de l'agression génocidaire contre la bande de Gaza, les forces de l'entité sioniste ont poursuivi les bombardements sur différentes régions de l'enclave palestinienne, faisant près d'une trentaine de martyrs et de nombreux blessés depuis l'aube ce mardi. Rien qu'au centre de la bande de Gaza, au moins 10 Palestiniens sont tombés en martyrs. Et au sud, les forces de l'entité sioniste ont visé particulièrement les tentes de personnes déplacées. Au moins 10 Palestiniens, dont 2 enfants, sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés à Khan Younes dans différentes frappes. À Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza, au moins 7 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés à la suite d'intenses bombardements des forces de l'entité sioniste. En plus d'être meurtriers, les bombardements des forces de l'entité sioniste sont particulièrement destructeurs. À Deir el-Balah, comme vous pouvez le voir à travers ces images, des habitants se sont rassemblés à côté d'une maison endommagée pour inspecter l'étendue des dégâts. Nous veillons tard, lisant le Coran et priant toute la nuit. Soudain, une explosion s'est produite. Dieu soit loué, c'est ce qu'il a décidé. Ceux qui ont été blessés ont été blessés. Ceux qui sont tombés en martyrs sont tombés en martyrs. Et tout a été détruit. Nos voitures et nos murs. Et comme vous pouvez le constater, vous l'avez vu de vos propres yeux. Nous sommes dévastés. Si Dieu le veut, il mettra fin à cette guerre au plus vite. C'est une guerre d'extermination, pas une guerre normale. Et le chaos est partout au centre de la bande de Gaza. Dans le camp de Boreij, une famille a tout perdu et se retrouve à la rue à la suite d'une frappe des forces de l'entité sioniste ayant fait plusieurs victimes. Mon neveu avait environ 15 ou 16 ans. Il était heureux et nous le montrait en disant « Regarde mon oncle, il est heureux et les petits ». Nous avons Fotna, 4 ans, et Hella, environ 11 ans. Ce sont tous des enfants et des femmes qui sont morts. L'occupation israélienne ne vise que les enfants et les femmes. Et le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à 50 144 martyrs et 113 704 blessés depuis le 7 octobre 2023, selon les autorités palestiniennes de la santé, qui ont précisé que près de 800 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 1600 ont été blessés depuis le 18 mars, date de la reprise de l'agression génocidaire de l'entité sioniste.
Par ailleurs, au moins 124 000 Palestiniens ont été déplacés en quelques jours à Gaza suite aux bombardements incessants des forces de l'occupation sioniste. Selon l'UNRWA, ces derniers mouvements de population interviennent dans un climat de reprise de l'agression contre la bande de Gaza et des ordres d'évacuation émis par l'entité sioniste. Alors que les besoins humanitaires augmentent dans la bande de Gaza, les Nations Unies ont annoncé la réduction de leur présence dans l'enclave palestinienne quelques jours après l'attaque des forces de l'entité sioniste contre un complexe de l'ONU à Deir el-Balah où un membre du personnel onusien a été tué et 5 autres ont été blessés. Le secrétaire général a pris la décision difficile de réduire la présence des Nations Unies à Gaza, alors même que les besoins humanitaires augmentent et que notre inquiétude quant à la protection des civils s'intensifie. Nous ne quitterons pas Gaza, je le répète, les Nations Unies ne quitteront pas Gaza. Nous resterons déterminés à continuer de fournir l'aide dont les civils dépendent pour leur survie et leur protection. Je vous en parlais en titre, les frappes incessantes des forces de l'entité sioniste contre les civils palestiniens causent chaque jour des blessures souvent irréversibles, notamment chez les enfants, bouleversant complètement leur vie. Des milliers d'entre eux sont amputés dans des conditions précaires dues au blocus. Maria Chouillard. À première vue, tout semble normal. Un groupe de filles qui jouent et profitent de l'air frais. Un plaisir que le colonisateur sioniste n'a pas réussi à leur enlever. Cependant, un petit bémol vient troubler ce tableau. Un déambulateur est posé juste à côté de ces jeunes filles. C'est celui de Sila, dont la jambe a été amputée il y a près de 15 mois, gravement brûlée par une frappe sioniste. La vie de cette jeune fille a été détruite. Sa jambe a été amputée. Les jeunes de son âge jouent, courent, sortent, montent les escaliers et fréquentent les lieux publics, tandis que la petite Sila est assise sur son fauteuil roulant. Les amputations sont devenues une tragédie récurrente, causant des douleurs physiques et émotionnelles profondes. Sila, orpheline de père et de mère à cause du génocide, s'entraîne à marcher pour la première fois avec une prothèse de jambe. J'essaie de toutes mes forces de la rendre heureuse, mais mes nombreuses tentatives sont vaines. C'est difficile pour elle. Elle tient le déambulateur et marche, puis retombe sur le dos. Les amputations sont devenues une réalité terrifiante pour de nombreux enfants à Gaza. Chaque jour, des milliers d'enfants, dans Yémen, souffrant du génocide, doivent réapprendre à vivre avec leur nouveau corps. Je suis heureux pour lui car il va retrouver une vie normale, marcher et se déplacer sans aide ni assistance, retrouver une vie normale comme avant. Faute de médicaments et de dispositifs de soins, des médecins ont décrit des cas d'amputation de membres causés par des infections qui auraient dû être facilement traités. Pour beaucoup, la réadaptation passe par des prothèses, des fauteuils roulants et des services de physiothérapie adaptés à leurs besoins spécifiques. Ces dispositifs sont essentiels pour leur permettre de retrouver un minimum d'autonomie. Les hostilités qui ont éclaté en octobre 2023 ont eu des conséquences dévastatrices sur la vie des civils. Ces hostilités ont fait des milliers de blessés et des blessures mortelles. Notre programme vise à fournir des services complets de physiothérapie et de réadaptation physique, ainsi que des appareils et accessoires fonctionnels. Les blessures laissées par le génocide sioniste sont profondes. Même avec des chaises roulantes, des déambulateurs ou des prothèses, ces enfants continuent d'avancer vers l'avenir. Un avenir qu'ils n'avaient pas imaginé, mais qu'ils tentent malgré tout de saisir. Avec les bombardements continus et le blocus total imposé par l'entité sioniste, le quotidien des habitants de Gaza est devenu un véritable défi de survie, notamment en ce mois de Ramadan où rompre le jeûne est désormais un luxe que de nombreux Palestiniens ne peuvent pas se permettre. Souhila Kilal. Au milieu des bâtisses en ruine, les Palestiniens vont et viennent dans les allées du marché du centre de Gaza. En ces derniers jours du mois sacré du Ramadan, ils tentent de faire leur marché pour avoir quelque chose à manger au moment de la rupture du jeûne. Mais dans un contexte de génocide et de blocus, trouver des produits de base relève du miracle. Une mission presque impossible
pour les habitants de l'enclave quand on sait que l'entité sioniste bloque l'entrée de l'aide humanitaire salutaire à la survie des Gazaouis. Lorsque la trêve était en vigueur et que les points de passage étaient ouverts, les produits de première nécessité étaient relativement disponibles. Mais maintenant, avec la rupture de la trêve et le retour de la guerre, tout est paralysé. Toutes les routes sont bloquées, la nourriture et l'eau sont rares, l'aide est rare, il n'y a rien, les gens sont épuisés. Nous voulons nos droits fondamentaux. Il n'y a pas d'éducation, pas de soins, pas de nourriture, pas d'eau, pas de médicaments et pas de vie digne. Même l'aide arrive au compte-gouttes. C'est inacceptable. Le 1er mars dernier, date à laquelle devait entrer en vigueur la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, l'entité sioniste a imposé un blocus sur l'enclave bloquant tous les points de passage, empêchant ainsi les camions d'aide humanitaire d'accéder au territoire de la bande. Cette mesure a entraîné une hausse des prix des denrées alimentaires, de première nécessité et du carburant, obligeant de nombreuses personnes à rationner leur repas. Aujourd'hui, pour l'iftar, nous mangeons soit du houmous, soit des fèves, et il faut les trouver. Nous ne prenons qu'un seul repas par jour. Le shour n'est plus une option. Le poste frontière est fermé depuis plus d'1 mois maintenant, et il ne reste plus rien dans le pays. Nous avons atteint le point de famine. Nous n'avons ni nourriture ni eau. La nourriture est chère et nous n'en trouvons pas. Nous avons été choqués par la fermeture des points de passage. Nous ne trouvons même pas d'oignons verts et leur prix ne cesse d'augmenter. Comment les gens peuvent-ils se les procurer? D'où nous vivons dans la famine. La reprise des bombardements sionistes intensifs sur Gaza, depuis une semaine conjuguée au blocus qui dure depuis presque 1 mois maintenant, laisse craindre une détérioration spectaculaire de la situation humanitaire et sanitaire de l'enclave. Les conséquences du génocide sioniste sur la situation humanitaire sont évidentes, avec des signes de famine et d'insécurité alimentaire indéniables. Et pour tenter d'atténuer les souffrances du peuple palestinien, pendant le mois de Ramadan, l'association algérienne Al-Irshad ou Al-Islah organise des iftars pour les réfugiés à Khan Younes. Le bureau de l'association de Biskra a pris part activement à l'organisation des repas, une autre initiative qui témoigne de l'engagement de l'Algérie et des Algériens envers la cause palestinienne. Depuis le début du mois béni de Ramadan, le bureau de Biskra de notre association a organisé des iftars dans la bande de Gaza, notamment à Khan Younes, où entre 750 et 1000 réfugiés ont pu bénéficier de ces repas. Ces iftars ont été principalement organisés durant la première semaine du Ramadan. Pour la wilaya de Biskra, cette initiative a constitué une contribution significative, à l'instar des autres wilayas du pays. En effet, avec 62 bureaux répartis à travers le territoire national, chaque bureau aura l'occasion d'organiser 1 ou 2 iftars jusqu'à la fin du mois béni. Dans l'actualité aussi, en riposte à l'agression sioniste contre les Palestiniens, les Houthis au Yémen ont revendiqué tôt ce mardi une série de raids à l'aide de missiles et de drones ciblant l'aéroport Ben Gourion en territoire occupé et des navires de guerre américains dans la mer Rouge. La force de missiles a ciblé l'aéroport Ben Gourion dans la zone occupée de Jaffa avec 2 missiles balistiques, un Dulfikar et un missile hypersonique Palestine 2. L'opération a atteint son objectif avec succès par la grâce de Dieu. En réponse à l'agression américaine contre notre pays et au massacre de civils à Sanaa et à Sada, les forces navales, la force de missiles et la force aérienne de drones ont ciblé plusieurs navires de guerre ennemis en mer Rouge. Dans le porte-avions américain Truman, en utilisant plusieurs missiles balistiques et 2 croisières ainsi que des drones. Cet engagement, le deuxième en 24 heures, a duré plusieurs heures et a déjoué une attaque aérienne que l'ennemi préparait contre notre pays.
Par ailleurs, des avions américains ont lancé une douzaine de raids sur le gouvernorat de Sada, situé au nord-ouest du Yémen, dans un contexte, d'escalade qui fait craindre le pire aux habitants. Nous avons été surpris par la frappe. Ils ont frappé soudainement. Nous avons constaté qu'il s'agissait d'un sous-sol. Même les fenêtres et les portes n'étaient pas installées. Nous avons été surpris de constater qu'il y avait des victimes. Parmi eux, des enfants qui vendaient des vêtements aux habitants qui passaient par là. Et parmi 3 ou 4 bus transportant des passagers vers les banlieues de Soubaha et d'Assir, ainsi que des voyageurs vers Houdaïda. Tous ont été blessés, une attaque brutale dans tous les sens du terme. Une violente agression américano-israélienne a visé des civils dans un quartier résidentiel dépourvu d'armes et d'entrepôts, comme le prétendent les Américains, mais uniquement des citoyens innocents. Ils ont bombardé un sous-sol vide entièrement détruit. Les résidents ont été blessés, parmi eux des enfants. En Syrie, à présent, au moins 5 personnes ont été tuées ce mardi lors d'un tir d'obus de chars des forces de l'entité sioniste qui menait une incursion dans la localité de Kouaïra, dans la province de Dera, dans le sud du pays. Je vous le disais en titre, l'armée soudanaise a lancé de lourds bombardements d'artillerie sur les positions des forces de soutien rapide à Al-Fasher au Darfour Nord. Le porte-parole militaire de l'armée a affirmé que les forces armées soudanaises avaient détruit plus de 20 véhicules des FSR, y compris des véhicules de transport des troupes. L'armée qui se concentre actuellement sur Al-Fasher après avoir repris le contrôle total de la capitale Khartoum. Le sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la communauté d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe a décidé d'accélérer le processus de paix en nommant un groupe élargi de 5 facilitateurs pour régler la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. La réunion a également adopté un rapport des ministres des 2 blocs régionaux qui décrit les étapes vers un cessez-le-feu, une cessation des hostilités et la mise en place d'un secrétariat pour suivre la mise en œuvre. Et je vous en parlais en titre, la Russie et les États-Unis analysent l'issue des discussions entre leurs responsables en Arabie Saoudite hier. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, les 2 pays avaient indiqué que les discussions à Riyad portaient sur une proposition de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine en mer Noire. Les résultats des longues négociations russo-américaines ont été rapportés dans les capitales. Ils sont actuellement en cours d'analyse. Il n'y a pas encore de projet de conversation de haut niveau. Enfin, si nécessaire, ils interviendront rapidement et efficacement. Il est entendu que les contacts se poursuivront, mais rien de concret n'est prévu pour le moment. Cela fera l'objet d'un accord. De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a exigé des garanties claires pour la signature par Moscou de tout accord, compte tenu de la malheureuse expérience des accords avec Kiev. Nous aurons besoin de garanties claires et il se peut qu'il y en ait, compte tenu de la triste expérience des accords avec Kiev. Ces garanties pourraient n'être que du résultat d'un ordre direct de Washington à Zelensky et à son équipe de faire cela et pas autrement. Il me semble que nos partenaires américains ont accepté ce signal. Ils comprennent que seul Washington peut obtenir des résultats positifs pour mettre fin aux attaques terroristes et aux bombardements d'infrastructures civiles et énergétiques non liées au complexe militaro-industriel. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a réagi à l'annonce de sanctions de Donald Trump d'un droit de douane de 25% pour les pays qui achètent du pétrole vénézuélien. Selon Maduro, les États-Unis sont libres de sanctionner ou d'imposer des tarifs à qui ils veulent, mais ils ne pourront pas sanctionner l'amour et le patriotisme du peuple vénézuélien.
Allez, parlons sport football à présent. 6e journée du groupe G des qualifications de la Coupe du Monde 2026. Pour la zone Afrique, l'Algérie affronte ce soir à 22h le Mozambique au stade Hossein Ait Ahmed à Tizi Ouzou, où la sélection algérienne a effectué hier sa dernière séance d'entraînement, qui a vu la présence de tous les joueurs, sauf ceux libérés bien sûr par le sélectionneur national Vladimir Petkovic en raison de blessures, ce qui a permis au premier responsable de la barre technique nationale d'effectuer les derniers ajustements tactiques avant ce match. Cette chaude explication promet des rebondissements et sera certainement décisive pour la sélection algérienne pour une place au mondial de l'Oncle Sam en 2026. Non, on est bien, on sait l'importance du match. On est bien préparé dans ce beau stade avec nos supporters. Nos compatriotes. Donc on est vraiment motivés pour la victoire, Inch'Allah. On a entendu que le stade était plein, donc on est très contents et comme j'ai dit, on est motivés. Et fier à l'idée de les voir demain, Inch'Allah. Et maintenant, direction Tlemcen, où notre équipe s'est rendue pour découvrir un véritable trésor du patrimoine algérien, la Chedda tlemcenienne, classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cette tenue nuptiale d'exception allie histoire, artisanat et prestige. Entre broderies d'or, perles de tradition séculaire, plongez avec nous dans l'univers fascinant de ce symbole d'élégance et d'héritage culturel. Reportage signé Mohamed Wali Ben Shaban. Chaque pas est mesuré et chaque mouvement empreint de grâce. Vêtue de la Chedda, patrimoine vestimentaire tlemcenien et symbole de finesse et d'élégance. La mariée avance avec dignité, s'exposant telle une véritable princesse zianide. Ce costume nuptial raconte l'histoire de plusieurs civilisations et caractérise l'appartenance à Tlemcen, un signe de fierté et de respect pour la tradition. Les artisans de Tlemcen qui vont presque le mettre en valeur, ils vont le mettre en valeur, ils vont le fabriquer. Donc ils khedmou l'arftan, il est tissé en fil d'or déjà. Le mensouj qui était là, on sait que Tlemcen par excellence est la ville du mensouj, donc le harir et tous les textiles vont faire que le costume Shedda va être inventé carrément à Tlemcen et il devient le costume royal et qui va prendre de l'ampleur justement avec la dynastie des Zianides. La Chedda se caractérise par ses broderies entièrement réalisées à la main avec du fil d'or et des paillettes. Cette tenue est la seule à arborer une grande parure en or. C'est une tenue qui se porte maintenant à travers tout le territoire national. Et maintenant même internationale, puisqu'elle est portée même par des Algériennes qui vivent à l'étranger. Le jour J, il y a des pièces qui se portent hadak nahar et d'autres non. Comme par exemple l'hazam, ما نعملوش الحزام تاع الشدة يجيب المنسوج، ما نعملوش الفوطة ثاني تجيب المنسوج، وما نعملوش المنادل. المنادل اللي ما تجين فيهم هكذا الهدوب. Alors النهار الاول كما اللي راك تشوفوا تلبس لا فيست البلوزه تاع المنسوج ولو كون الشاشيه والبلوس لي بيجو والتحويقه ولا العبراء. هاد الشده كما اللي راك تشوفها هذه قديمه ديجا الارفطان تال كيلي راه قديم بزاف ومخدوم باليد. La Chedda combine plusieurs matériaux de luxe, principalement la soie, le brocart, le velours et l'or pour les broderies. Son inscription à l'UNESCO a souligné l'importance de préserver l'authenticité de ce costume nuptial. J'essaie toujours de garder avec la touche traditionnelle, la touche originale et traditionnelle. On est de ferventes conservatrices du patrimoine, donc on essaie toujours de donner le meilleur de nous-mêmes.
malgré les modes, les tendances. Parce que Anna, je leur dis que la mode, ça se démode. Donc il faut toujours revenir et essayer de s'inspirer toujours des modèles anciens. Aftan Shidda a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça s'est passé en 2012 et grâce à l'événement qui s'est passé à Tlemcen en 2011. Donc il y a eu beaucoup des gens qui défendent ce costume traditionnel de Tlemcen dont on est très jaloux justement. Et on cherche, notre seul souci c'est de le conserver dans sa parfaite originalité. Signe de l'élégance et de l'identité culturelle de Tlemcen. Chaque détail de la Shidda raconte l'histoire d'une tradition précieuse qui continue de se transmettre et de fasciner à travers les générations. Voilà, et ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.